Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse qui décrypte l'actualité des marchés financiers tous les jours en direct de 17h à 18h sur Bismart for Change, en direct également sur les différentes plateformes ou réseaux sociaux de Bismart for Change et notamment en direct sur la plateforme LinkedIn de Bismart for Change. Vous pouvez également nous retrouver sur bismart.fr et vous pouvez bien sûr retrouver Smart Bourse en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur le CAC 40, la tendance du CAC 40 à l'heure actuelle, alors que celui-ci évolue en territoire positif léger à l'heure où on se parle, freiné notamment par le recul de BNP Paribas qui perd environ 8% à l'heure actuelle en séance aujourd'hui suite à la plainte de 3 réfugiés soudanais aux États-Unis en 2016. La banque a été reconnue complice par un tribunal de New York d'exaction au Soudan en ayant fourni des services bancaires au régime d'Omar el-Béchir. Une décision accompagnée d'un montant de dommages et intérêts fixé à un peu plus de 20 millions de dollars qui laisse craindre aux investisseurs d'autres initiatives à l'encontre de la banque et donc des dommages et intérêts conséquents à verser à l'issue de procès ou dans le cadre d'accords directs. On parle notamment de 23 000 personnes qui pourraient être concernées. BNP Paribas qui a annoncé faire appel de cette décision. Mais le CAC 40 qui voit également Kering se hisser en tête du palmarès aujourd'hui alors que le groupe a annoncé céder à L'Oréal sa division beauté pour un montant de 4 milliards d'euros. Une cession qui inclut principalement la marque de parfum Creed achetée par Kering en octobre 2023 pour 3,5 milliards d'euros. Une décision actant encore une fois la stratégie de désendettement à marche forcée du groupe sous l'impulsion notamment de son nouveau directeur général Luca De Meo. Vous en aurez le résumé complet dans un instant dans Tendance mon ami. Nous reviendrons bien sûr aussi sur les derniers soubresauts en matière de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis alors que s'ouvre aujourd'hui la session plénière du comité central du Parti communiste chinois. Un rendez-vous qui permet de définir les orientations économiques du pays pour les 5 prochaines années, les fameux plans quinquennaux, avec 2 orientations fortes, l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables d'un côté, mais la sécurité aussi de l'autre, avec notamment l'indépendance technologique et la défense, des thèmes qui sont au cœur de la guerre commerciale qui se joue aujourd'hui entre Chine et États-Unis. Notons d'ailleurs que la Chine voit sa croissance ralentir à 4,8% au 3e trimestre, mais cela reste quand même un niveau de croissance qui montre une certaine résistance dans un contexte de surenchère douanière avec les États-Unis et qui témoigne de la capacité de la Chine à exporter ailleurs justement qu'aux États-Unis. Nous en parlerons dans un instant. Et puis dans la dernière partie de Smart Bourse, dans le quart d'heure américain, nous ferons le point sur l'actualité américaine et notamment le shutdown aux États-Unis avec Pierre-Yves Dugas, correspondant américain de Smart Bourse. On se retrouve tout de suite dans Tendance mon ami. Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Bonjour Pauline. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Bourse. On commence avec la France et notamment le CAC 40 aujourd'hui, Pauline. Oui, le CAC 40 est en hausse mesurée aujourd'hui autour de 8200 points. Pour rappel, le précédent record du CAC avait été inscrit en mai 2024 à 8260 points. La bourse de Paris est donc à nouveau proche de ses plus hauts, alors que l'agence S&P a abaissé à son tour la note souveraine de la France de AAA à A+, en raison de l'incertitude élevée sur les finances publiques. Ce sera d'ailleurs au tour de Moody's vendredi de rendre son verdict. Quelles sont les valeurs à surveiller aujourd'hui, Pauline ? Le CAC 40 est plombé aujourd'hui par BNP Paribas qui décroche violemment de 10% au cours de la séance, plombé donc par une affaire judiciaire. La banque a été reconnue complice d'exactions au Soudan par les États-Unis. Dans son sillage, Crédit Agricole et Société Générale cèdent 2%. L'indice parisien est en revanche soutenu par Kering qui gagne plus de 4% en tête du CAC 40. Alors peut-être un petit focus sur Kering, justement, Pauline, qui vend sa division beauté à L'Oréal. Oui, c'est ça, une vente à 4 milliards d'euros et c'est salué par le marché. Cet accord devrait permettre à Kering de réduire son endettement. L'opération est prévue pour le premier semestre de l'année prochaine. L'Oréal est de son côté en hausse de 0,5% et présentera d'ailleurs ses comptes demain. Un CAC 40 qui est également soutenu, Pauline, par le secteur de la défense. Oui, Thales grimpe de 4% et Safran d'environ 2%. TKMS, la branche navale de sous-marins et navires militaires du conglomérat allemand ThyssenKrupp, a réussi son introduction en bourse aujourd'hui à Francfort. Ce succès atteste de l'engouement pour le secteur européen de la défense. Et alors, toujours en France, Pauline, Forvia décroche de 6%. Oui, l'équipementier automobile Forvia fait état d'un chiffre d'affaires en repli de plus de 3,5% au 3e trimestre, pénalisé par des effets de change négatifs. Mais le groupe confirme tout de même ses objectifs annuels de vente, marge et cash flow.
En Asie, Pauline, les indices sont au plus haut. Oui, le Nikkei a clôturé en forte hausse de 3,5% ce matin, avec un nouveau record à la clé, et le Topix, plus large, a pris 2,5%. Les indices japonais sont portés par un accord de coalition qui ouvre la voie à Sanae Takaichi pour devenir Premier ministre. Le Kospi inscrit un nouveau record aussi, et le Hang Seng clôture en hausse de 2,5%. Le MSCI Asie-Pacifique est au plus haut. Au-delà des indices asiatiques, que se passe-t-il sur les indices actions dans le reste du monde, Pauline? Les indices américains ont ouvert en hausse de plus de 1% pour le Nasdaq et de 1% pour le S&P 500. En Europe, les indices sont en hausse marquée. Aujourd'hui, le DAX allemand, le MIB italien et l'indice de Belgique gagnent environ 1,5%, avec un nouveau record en séance pour la Belgique. Le Stoxx 600 est en hausse de près de 1% aujourd'hui. À noter que le MSCI World grimpe aussi de près de 1%. Et du côté des marchés obligataires, Pauline? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable, autour de 4% aujourd'hui. Le rendement à 2 ans évolue autour de 3,5%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,70%. Enfin, sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,1650. Et on finit avec le programme de la journée de demain, marqué notamment par la saison des résultats, Pauline. Oui, elle sera rythmée par les publications d'entreprises. On attend entre autres celles de Edenred, Coca-Cola, 3M, puis Netflix demain soir, après la clôture des marchés. Côté macro, la séance de demain s'annonce calme. Les investisseurs devront attendre jusqu'à vendredi pour connaître l'inflation américaine de septembre décalée à cause du shutdown. Voilà, donc Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour. Merci, Pauline Gratel. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Planète Marché. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les actualités politiques, économiques et surtout financières. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Bourse Éric Bertrand. Bonjour Éric Bertrand. Bonjour. Vous êtes directeur des gestions chez Ophi Invest Asset Management. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Grégoire Kounowski. Bonjour Grégoire Kounowski. Bonjour. Vous êtes Investment Advisor chez Norman Kay et nous avons le plaisir d'accueillir également Thierry Leclerc. Bonjour Thierry Leclerc. Bonjour Nicolas. Vous êtes président fondateur d'AlphaJet Fair Investor. Alors, une situation avec pas mal d'actualités quand même sur les marchés financiers, au-delà des résultats d'entreprise. Peut-être deux mots rapides avant d'aller peut-être sur la vision globale que vous pouvez avoir des marchés les uns et les autres, sur la situation de BNP Paribas aujourd'hui avec vous, Thierry Leclerc. Et peut-être un petit mot de cette dégradation de la note de la France avec vous, Éric Bertrand. Alors, on en parle beaucoup, on y reviendra. Est-ce que c'est un événement ou non pour les marchés? Je vous poserai la question dans un instant. Mais Thierry Leclerc, ce sujet, moins 8% pour BNP Paribas aujourd'hui, à l'ouverture de la semaine, en pleine saison de publication des résultats, parce que un tribunal aux États-Unis, effectivement, a reconnu BNP Paribas complice du gouvernement soudanais. Est-ce que c'est de nature à inquiéter spécifiquement la banque ou le secteur bancaire dans les prochaines semaines? Là, pour le coup, c'est plutôt la banque, c'est Oui. plutôt BNP Paribas. Et effectivement, ça rappelle des très mauvais souvenirs aux actionnaires de la banque et à la banque elle-même, évidemment, puisque donc, ils avaient été condamnés en 2014 à 8,9 milliards de dollars Bien sûr. d'amende. C'est quand même la plus forte amende qui a jamais été prononcée contre une banque européenne. Les deuxièmes, juste pour avoir un ordre de grandeur, c'est HSBC à 1,9 milliard de dollars. D'accord. Donc c'était vraiment hors norme. Oui, bien et sûr. là, effectivement, sachant que pour mémoire, en 2014, ils avaient fait du business avec l'Iran, le Soudan, justement, et Cuba. Donc c'était des pays qui étaient interdits, qui étaient sur la liste d'interdiction de transactions financières par les États-Unis. Donc là, on retrouve à nouveau le Soudan. Donc là, c'est différent. C'est ce que vous avez dit en introduction. Donc c'est des réfugiés soudanais qui ont attaqué, donc ce qu'on appelle une class action aux États-Unis, qui ont attaqué la banque pour avoir aidé les autorités. C'était un dictateur. Oui, bien sûr, Omar el-Béchir. Oui. Omar el-Béchir, exactement, qui était en place entre 89 et 2019. Et donc, dans cette période-là, la banque, via une succursale en Suisse, aurait financé le Soudan. Alors, dans un premier temps, la banque s'est pas prononcée. Là, ils ont publié un communiqué de presse en disant que, il n'y avait jamais eu de financement d'armes. Deux, les dommages qui ont été prononcés par le tribunal américain sont disproportionnés, selon eux, évidemment. Et puis, troisièmement, la juridiction, la loi suisse interdit effectivement des financements
locaux, mais n'interdit pas des financements dans des pays tiers. Donc il n'y a pas d'extradition, enfin d'extraterritorialité, pardon, au niveau de la Suisse. Donc la banque cherche à se défendre. La banque fera appel, d'ailleurs. La banque fait appel, effectivement. Maintenant, en fait, ce que vous avez aussi dit en introduction, c'est qu'il y aurait 23 000 plaignants potentiels. Là, donc, ils ont été condamnés à un tout petit peu moins de 21 millions de dollars d'amende. Oui. Donc, pour dédommager 3 réfugiés soudanais dans cette première salle, si vous voulez, de class action. Et derrière, il y aurait 23 000. Et c'est ça qui fait peur au marché. Voilà, donc 23 000 fois 7 millions, 20,75 divisé par 3, ça fait à peu près 7 millions. Fois 23 000, ça ferait 150 milliards de dollars. Donc là, évidemment, ça fait mal. Donc, en fait, compte tenu des montants en jeu, alors vous savez, aux États-Unis, c'est un vrai, quelque sorte, business, les litiges. Bien sûr. Donc, il y a des analystes qui suivent ça en permanence. Et donc là, compte tenu ce qu'on suit aussi sur les marchés, le risk-reward, ça plaiderait quand même pour qu'il y ait que la banque transige avec l'État américain. Ou en tout cas avec le tribunal. Bien sûr, oui, voilà. bien sûr. Et donc, on n'a pas vraiment d'idée de calendrier. Enfin, il ne se passera rien jusqu'au premier trimestre 2026, ça c'est sûr, fin mars à peu près, c'est ça les premières indications. Donc la banque va chercher à organiser sa défense, mais à nouveau, pour la banque, pour BNP Paribas, c'est un sujet très douloureux parce qu'effectivement, en 2014, ce qui avait été reproché aussi beaucoup à la banque, c'était qu'elle était un petit peu arrogante, en tout cas qu'elle prenait les autorités américaines un tout petit peu de haut, chose qu'il faut évidemment pas du tout faire. Donc c'est pour ça qu'il y avait une amende aussi considérable pour leur donner en quelque sorte une leçon. Donc là, je pense qu'effectivement la leçon a été bien retenue. Donc ils vont chercher déjà à faire profit de bad, et puis dans un deuxième temps, voir s'il y a une transaction possible. Mais on parlerait quand même, alors là, c'est premières estimations, c'est des analystes spécialisés qui regardent des choses à peu près semblables. Enfin, j'ai regardé un petit peu en détail, c'est quand même assez lointain. Néanmoins, on arriverait déjà à une première estimation de 10 milliards de dollars. Voilà, sur une transaction. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, pour répondre à votre question initiale, est-ce que c'est justifié, c'est moins 8% ? Oui, puisque ce n'était pas du tout attendu. On savait qu'il y avait... ça a démarré en 2016. On savait qu'il y avait quelque chose qui était en cours. Mais les estimations, c'était plutôt autour de $500 par plaignant. Oui, alors donc là, on est à des montants 7 beaucoup millions, plus colossaux. donc c'est pour ça qu'on change complètement de braquet. La surprise pour la banque, évidemment, c'est un choc. Et puis pour les marchés qui n'attendaient pas ça du tout. Le BNP Paribas, donc, qui est effectivement en recul d'un peu plus de 7,5% à l'heure où on se parle. Un mot avec vous, Éric Bertrand, de la situation française. Est-ce que, alors effectivement, la France qui voit sa note abaissée par l'agence S&P, on se souvient il y a quelques semaines, effectivement, des remous, des inquiétudes, effectivement, sur la situation budgétaire française, sur un potentiel abaissement de la note par une autre agence de notation, l'agence Fitch. Est-ce que l'abaissement, ma question va être assez directe et assez cash, est-ce que l'abaissement de la note de la France à l'heure actuelle est une actualité pour les marchés financiers, ou est-ce que ça ne fait que correspondre à un long scénario déjà digéré, déjà anticipé par les marchés financiers vis-à-vis de la situation budgétaire française ? Je vais faire très bref, c'est déjà dans les cours. D'accord. Ça fait longtemps qu'on attend que la dette française aille vers le simple A. On était 2A, 3A, 2A, simple A, puis après plus égal ou moins. Aujourd'hui, on va vers le simple A progressivement. Moody's devrait dégainer. Ce qui est intéressant, c'est que S&P devait parler dans un mois. Ils ont avancé le calendrier. Ouais. Il y a une petite notion d'accélération. Le sujet, il est juste techniquement, c'est la deuxième note de la deuxième agence qui dégrade, qui compte vraiment pour tout un tas d'aspects réglementaires ou d'aspects de ratio. La deuxième meilleure note qui compte pour les banquiers comme pour les assureurs. Tout le monde avait anticipé le sujet. Le fait d'avoir un gouvernement qui dure plus de 24 heures, d'avoir presque un embryon potentiel de budget et une sanction, paradoxalement, ça va aller plus vite, mais derrière, la perspective est stable. On rappelle ce que tout le monde sait, la trajectoire des finances publiques n'est pas heureuse et il y a de l'instabilité politique. Donc, en gros, il y a plutôt eu de la prise de profit, un peu de resserrement de l'OAT contre Allemagne, un rebond des actions françaises en relatif contre les autres pays, parce que que ce soit les utilities ou les banques avaient un peu souffert quand même de cette prise, parce qu'il peut y avoir des choses en cascade. Nous, on ne voit pas du tout d'accélération. La France traite déjà comme un simple A, plus large que l'Italie et l'Espagne. Le Portugal, qui eux-mêmes, en revanche, ont été
rehaussé il y a une semaine. Maintenant, à court terme, tant qu'on a un gouvernement, qu'on sort à peu près un budget, ça ne devrait pas être le problème. Le problème, c'est la direction à moyen terme. Et là, on est sur une direction qui n'est pas tenable dans la durée. Donc, dans les 10 prochaines années, il y a un moment où il faudra quand même qu'on restaure cette trajectoire budgétaire. On est les seuls pays à ne pas l'avoir fait en Europe. Hein. Oui, bien sûr. Donc, il y a un moment, financer notre modèle nécessitera des ajustements. Il faudrait mieux que ça se passe avec la raison plutôt que sous la pression. Pas de lien direct entre l'annonce de la suspension de la réforme des retraites et la dégradation de la note S&P, c'est pas comme ça qu'il faut le voir? Aussi, il y a une accélération. Oui, c'est ça, d'accord. Ce ne sera pas explicitement mentionné. Pour l'instant, c'est qu'une suspension. C'est la présidentielle de 27 qui décidera. En revanche, un abandon pur et simple ferait que, on rajoute, un certain nombre de milliards en déficit supplémentaire, mais pendant 20 ou 30 ans. C'est pas financé aujourd'hui. Et ça, pour le coup, ça pourrait créer une forme d'accélération. Maintenant, la France est un pays riche qui sait lever l'impôt, donc on pourra éventuellement avoir une crise ou de la pression des marchés. Ça finira bien si on pouvait s'éviter le passage douloureux de tension sur la dette et de commencer à payer trop cher nos intérêts de la dette. Ça serait peut-être à regarder d'un bon œil, mais bon, maintenant, il faut laisser nos politiques se concentrer sur le sujet. Mais voilà, on ne fait pas de politique, nous on constate simplement qu'en tout cas c'était anticipé par les marchés et que on reste dans le scénario. On était acheteur d'OAT sur tension, là on a pris les bénéfices après la stabilisation via le gouvernement. Grégoire Kounowski, une question peut-être un petit peu plus large. Comment est-ce que vous analysez la séquence sur les marchés financiers alors que la saison des résultats s'est ouverte, qu'on a des indices américains ou français ou européens qui restent quand même sur des plus hauts, avec une certaine tension quand même, hein. On sent que... si je caricature, l'IA donne le là un petit peu dans les publications, ou en tout cas dans les prises de parole d'entreprises, parce qu'il n'y a pas que des publications d'ailleurs de résultats qui mentionnent l'intelligence artificielle pour faire bondir des cours, hein. Je pense notamment à Oracle ou à autres. Et à côté de ça, la moindre inquiétude, notamment sur des banques régionales aux États-Unis, crée un petit peu de tension tout de suite, comme si tout le monde attendait de savoir quand est-ce que la mer allait se retirer. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, Grégoire Kounowski? On peut le voir des deux façons. Il y a le momentum qui est ultra positif encore, tiré par les valeurs de l'IA, et à chaque fois que ça rebaisse ou ça racheté directement, que ce soit sur Trump, qui annonce des tarifs, qui fait le taco trade, on appelle des rétropédales, parce qu'on commence à connaître un peu comment il fait, ou sur l'IA, petite inquiétude, les banques régionales, mais c'est racheté directement. Ouais. Donc il y a ce côté de dire, effectivement, la moindre consolidation est mise à profit par les investisseurs pour acheter, donc le momentum reste très positif, il faut y aller. Et à le revers de la médaille, c'est de dire que des risques, on en voit popper, un peu ici, un peu là. Les banques régionales, c'est quelque chose qu'on connaissait depuis un certain temps. Les faillites de First Bryant, on savait un peu les impacts. Ça vient de popper ici, ça a fait décaler un petit peu, mais pour l'instant, c'est oublié. En fait, on est en train de se demander quel est l'événement qui va vraiment faire vaciller la pyramide, le château de cartes, et que ça va commencer à s'effondrer. D'accord, château de cartes, on parle de château de cartes. Ouais, on peut parler de bulles, on peut parler de château de cartes, on entend plein de choses. La vérité, c'est qu'une bulle, peut-être qu'il y en a plusieurs. Le principe d'une bulle, c'est qu'on ne sait pas quand ça va éclater. Mais oui, il y a des risques, il y a des valos qui sont extrêmement élevés sur les marchés listés, mais sur les marchés privés. Là, ce qui a fait un peu derrière la chose, c'est le crédit privé. On sait que c'est un risque. Il y a des trous dans les banques. Notre ami JP Morgan a dit qu'il y avait des cafards un peu partout. Je pense qu'il a raison. Maintenant, il a dit quand vous envoyez un, ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres. Ouais, il y en a probablement un peu partout. Il prêche pour sa paroisse, on va pas se cacher. Donc oui, non, mais c'est un marché qui est risqué. Maintenant, le momentum reste, pour le moment en tout cas, factuellement et techniquement, quand même très très bon. Avec une saison de résultats qui laisse encore entendre une croissance des profits aux États-Unis pour les valeurs du S&P 500, quand on parle de plus 9%. Ouais, après c'est tiré par l'IA, c'est toujours la même chose, mais c'est une moyenne des entreprises. Oui, exactement. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que dans les séances de baisse, comme vendredi dernier, où ça a un peu secoué, il y a des secteurs qui ne sont pas considérés aujourd'hui, comme le food and beverage, par exemple, un Pepsi, qui monte fortement. Donc peut-être que ce qui est malin à faire, c'est de jouer la rotation sectorielle, de un peu alléger le trade IA en disant OK, on en a bien profité, ça devient risqué, même si ça peut continuer, et peut-être se replacer sur d'autres secteurs qui n'ont pas profité à la fête, où il reste des super boîtes et qui, à mon avis, vont afficher des super chiffres. Et Pepsi, c'est l'exemple même. Et c'est les choses à regarder, ouais. Est-ce que on regarde encore les résultats des entreprises ou simplement si elles vont se mettre à faire de l'IA dans les prochaines années? Ça me rappelle le métavers à l'époque où on mettait métavers dans le titre de la publi et ça faisait monter le cours de 10. On en est un peu là quand même sur certaines valeurs aujourd'hui. Ouais, non, c'est trop. Faut savoir Éric Bertrand n'est pas d'accord. Mais... Il faut savoir distinguer. Il y a du factuel, il y a du positif, il y en a qui jouent un peu avec les termes, il y a un peu de tout. Après, c'est les marchés, c'est toujours la même chose. Donc, il faut savoir faire le distinguo. On regarde Nvidia, je ne sais pas comment ils vont publier. Nvidia, c'est quand même ultra solide de ce qu'ils font.
Il y en a d'autres, c'est moins solide. Donc, faut être un peu vigilant. Mais ils font la même chose. Vous avez la même chose sur les trésors de boîtes qui vont dans les cryptos. C'est vachement à la mode aujourd'hui. Vous dites que vous investissez une partie de votre réseau en crypto et puis ça fait monter le cours de bourse. Jusqu'au moment où, comme le métavers, ça ne marchera plus. Donc, il faut se méfier un petit peu quand même. Éric Bertrand, comment vous regardez ce début de saison des résultats? Alors effectivement, avec beaucoup d'attentes, notamment parce qu'on a des indices qui sont tirés notamment par des valeurs tech et par la thématique intelligence artificielle. On voit que le spectre SVB est pas loin et que dès qu'on a une ou deux banques régionales qui en plus affiché un risque de défaut sur un prêt accordé par un même emprunteur en plus, donc on était vraiment potentiellement sur un micro-événement, mais on sent quand même que tout de suite ça amène un petit peu de tension sur les marchés. Comment est-ce que vous la regardez cette saison des résultats, dont tout le monde s'attend à ce qu'on soit encore sur un bon cru quand même pour celle-ci? Il y a plein d'aspects. Pour nous, en termes de performance, en gros, l'année est faite. C'est-à-dire on a eu des séries de bénéfices, alors mieux aux US qu'en Europe. On a un peu augmenté les multiples. On est quand même sur une toile de fond économique, il ne faut pas l'oublier, où on a quand même été très secoué par la façon de communiquer, en tout cas de Trump. Qu'est-ce qu'on a quand même aujourd'hui? On a en Europe des plans de relance. Alors certes, il y a eu les tarifs, mais il faut voir le déficit, le budget en Allemagne. On est à plus de 4% de déficit sur PIB. Tout ça, c'est des injections. Alors, il y aura la moitié pour acheter des F-35, ça ira aux US, mais globalement, c'est quand même de la croissance, au-delà du cas français. Aux États-Unis, et la qualité des actifs américains, on y reviendra peut-être, est très importante, mais la Big Beautiful Bill, c'est quand même 6% de déficit budgétaire, donc il n'y a pas de restriction, on continue d'injecter. Sur l'IA, c'est pas que je fais qu'à voir, c'est vraiment pas simple, c'est qu'aujourd'hui, à la différence d'autres moments qu'on a pu connaître, comme le métavers, et puis pour les plus anciens, la bulle Internet, les dot-com, etc., aujourd'hui, il y a du vrai cash qui rentre. Enfin, c'est du vrai argent, mais c'est les fabricants de pelles et de pioches. Derrière, est-ce que tous ces investissements vont donner lieu à des gains de productivité qui feront plus de résultats pour les entreprises qui vont utiliser ce que leur apportent Meta, Google, Microsoft, Nvidia et consorts? C'est là que se pose plus la question. Et ce qui est assez troublant, c'est que le raisonnement que je tiens, on pouvait le faire il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il ne fallait pas sortir de l'IA. Donc oui, c'est dangereux. Oui, il faut mettre en place de la protection, de la convexité dans les portefeuilles, mais en sortir, ça peut continuer encore longtemps. Quand on voit les niveaux de CAPEX, ils sont absolument colossaux. Et c'est ça que j'aimerais comprendre, effectivement, c'est qu'on a quand même de plus en plus d'investisseurs qui disent oui, effectivement, on est sur des niveaux où on commence à regarder, on commence un peu à faire attention parce qu'on se demande si, effectivement, vous parliez de bulles, de château de cartes, vous nous disiez c'est dangereux, et en même temps, les saisons de résultats passent et à chaque fois, en fait, on a une sorte de validation des valorisations des entreprises concernées qui tirent à elles seules, finalement, le reste de la cote. Pour quelques-unes, et c'était très justement dit, il y a les fameuses 7 magnifiques, qui sont peut-être 6 maintenant, il y a 6 valeurs qui entraînent, qui représentent 40%, ça bouge tout le temps, des résultats des 500 boîtes du S&P. Donc on mélange un peu les choses, et elles, c'est peut-être le péage de l'autoroute et tout le monde est avec sa voiture. C'est plus après dans la vérité de la rentabilité de ces CAPEX qu'il faudra trouver de la valeur sur le reste du S&P. C'est compliqué d'en sortir aujourd'hui. Donc, plus à essayer de diversifier, mais pas sortir de l'IA. Ça aurait pu se casser la figure il y a 1 an, ça pourra se casser la figure demain ou dans 1 an. C'est bien malin, et qui saurait le déterminer. Il y a quand même des vrais bénéfices et des vrais coupons sur les boîtes en question. C'est toute la contagion qui a été évoquée juste autour, où tiens, je vais mettre un bot IA dans n'importe quelle appli de n'importe quoi, et que là, que le cours de bourse monte. Je suis pas sûr que ça améliore forcément à hauteur de la hausse du cours de bourse. Il y a aussi des questionnements quand je prends le sujet Oracle, donc avec d'un côté des carnets de commandes absolument pleins vis-à-vis de grands acteurs de l'IA qui, du coup, laissent entendre une progression du chiffre d'affaires sur plusieurs années, et de l'autre des questionnements sur la rentabilité de ces activités-là qui sont beaucoup moins rentables que les autres services d'Oracle, par exemple. Donc c'est là aussi où on peut se poser la question quand on regarde les résultats d'entreprises et les résultats des entreprises, si la seule thématique qu'il y a continuera à faire progresser le marché. C'est un peu la question qu'on peut se poser. Oui, dans ces cas-là, c'est les bénéfices sonnants et trébuchants qui sont encaissés. C'est ça la vérité. C'est pour avoir d'autres types de bulles où on fait des projections sans vrai argent. Là, il faut se méfier. Et juste un tout petit point sur les banques. C'est quand même un tout petit sujet, les banques régionales, parce que il ne faut pas oublier qu'on a eu une remontée de taux assez significative, alors qui est derrière tout le monde il y a 3 ans. On a quand même pris 300 points à l'échelle de la planète. Dans le
crédit privé, dans le private equity, dans tout un tas de banques régionales, il y a tout un tas de prêts qui sont renouvelés maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont été faits à 0+, et ils ont 300 points de plus à refaire maintenant. Et quand on n'a pas un bon contrôle des risques, ce qui n'est pas le cas des grosses, qu'on apprécie plutôt aux États-Unis, il y a quand même des choses à surveiller. Tout ça sur fond d'administration de Trump qui veut déréguler, pousser la Fed à déréguler au maximum sur les banques régionales. Donc pour nous, ce n'est pas un sujet chaud, mais c'est un sujet à suivre. Un sujet à suivre, et qui expliquerait peut-être la fébrilité vis-à-vis du cas Zion Bancorp et Western Alliance. Oui, parce qu'on se souvient que on peut lever des lièvres qu'on n'imagine pas vu de loin. Juste, je permets de vous couper, juste l'histoire de la bulle, on parle beaucoup de la bulle sur l'IA, on parle souvent de Nvidia, etc. Vous regardez les forward PE, ça reste quand même cher mais raisonnable. Par contre, ce qu'on voit vraiment aujourd'hui, c'est des proxys qui sont en pleine bulle. Vous avez les terres rares, guidées par Trump, il y a des boîtes qui ont 0 projet, 0 chiffre d'affaires, au mieux dans 10 ans elles font quelque chose, elles sont envolées de 1000%. Vous avez dans l'énergie, où Bloomberg avait titré que grosso modo la bulle est là. Je suis assez d'accord là-dessus. Il y avait des boîtes qui sont complètement envolées, elles font pas grand-chose. Et en fait, vous avez l'IA qui est un peu le mastodon où ça se discute. Il y a pas vraiment il y a des très bons arguments qui vont dire oui, bulle, non bulle. Et moi, je rejoins mon confrère. Mais par contre, sur ces segments de marché-là, les terres rares et typiquement les valeurs d'uranium pour certaines. C'est les fabricants de pellets de pioche, si je comprends bien, les terres rares et l'énergie. C'est ceux qui bénéficieraient sur la chaîne de valeur. C'est des effets de bord de ce qui se passe. Où là, c'est un vrai danger quand même, parce que là, c'est à l'excès total, que ça se passe sur le privé ou sur le listé. Et là, au bout d'un moment, les gens pile dedans, parce qu'ils voient les news en disant là, Trump va prendre une participation, elle s'envole de 250%. Vous regardez, il n'y a rien derrière, c'est du vent. Là, il va y avoir des dégâts au bout d'un moment. Alors, les gens qui sont dans la bulle, ils font beaucoup d'argent pour l'instant, donc tant mieux pour cela. Mais par contre, les gens qui vont arriver trop tard, et quand ça va effectivement popper, parce que c'est le principe des bulles, sur celle-là, en tout cas, ça va faire mal. Thierry Leclerc, à la lumière de ce qu'on s'est déjà dit en matière de saison de résultats. Alors, on a pris un volet, on a pris une orientation IA, mais il n'y a pas que l'IA, effectivement, dans la saison des résultats, même si ça reste une thématique essentielle en bourse aujourd'hui. Comment est-ce que vous analysez ce début de séquence ? Je vais quand même compléter. Sur l'IA, bien sûr. Non, juste avoir un petit chiffre en tête. Il y a 10 000 milliards de dollars qui ont été rajoutés sur les marchés financiers au deuxième et troisième trimestre 2025. Et là-dessus, il y a 77% qui provient... Donc, on est aux États-Unis. D'accord. Et il y a 77% qui provient de 41 noms qui sont reliés plus ou moins à l'IA. Donc, effectivement, la progression des marchés financiers continue. Ça, c'est l'illustration de ce qu'on vient de dire par les chiffres. Quand même 10 000 milliards de dollars de market cap en plus. D'accord. C'est quand même pas rien en 2 trimestres. Du 2 ou du 4 C'est important, ce point de départ. C'est vrai que le point de départ est important. Ouais. Voilà, c'était 1er avril, ou le 2. Et donc, oui, mais c'est vrai on était en pleine tourmente. Donc, on est sur un plus bas et un plus haut. Donc, il y a un effet de correction aussi de ça. Après, c'est vrai que là, je crois que ça a progressé de pratiquement 60%, les 7 magnifiques là, dans l'intervalle entre le point bas et là. fait x2 depuis le 4 avril. Voilà, donc x2, etc. Et donc, c'est vrai qu'après coup, c'est toujours facile, mais bon, il y a des courageux qui ont été, et tant mieux pour eux. Aujourd'hui, donc, c'est clairement ce qui alimente le marché. Donc là, c'était le chiffre que je viens de donner. Et c'est vrai que les bulles, moi, je ne parle pas de bulles. Je pense que c'est à peu près le consensus qu'on peut tirer sur l'IA, en tout cas spécifiquement. C'est que les résultats sont là. Nvidia, ça fait 14 trimestres, je crois, d'affilée qui battent et qui augmentent la guidance. Donc, c'est le marché, il adore ça. Puis là, c'est des montants quand même significatifs. Ça contribue vraiment à la croissance du S&P de manière pratiquement 10%. Donc, c'est très significatif, la croissance des résultats de Nvidia sur le marché américain. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à dire, de toute manière, on verra quand ça s'arrêtera. Donc, ça ne sert à rien de spéculer avant. Je pense que le jour où ça s'arrête, peut-être que le titre il aura dévissé de 20%, mais c'est peut-être une mauvaise idée de descendre du bateau aujourd'hui. Peut-être que c'est le coup du siècle d'avoir acheté début avril et de vendre aujourd'hui parce qu'on est. Mais en fait, la vérité, c'est que personne n'en sait vraiment rien. Donc, il faut rester dessus et il faut accepter de se dire qu'on a gagné beaucoup d'argent, qu'on est dans une phase où on peut avoir du jour au lendemain une baisse de 20% du titre, parce que là, c'est vrai que ça va canaliser énormément ça a crispé énormément le marché. Donc, ce jour-là où Nvidia va décevoir,
et s'ils déçoivent un peu significativement avec des mauvaises nouvelles, pas Les simplement. effets seront conséquents. Les Ouais. effets seront conséquents là, pour tout le monde. Hein, donc, D'accord. Ouais. mais il faut accepter Et tout ça. le monde l'anticipe, ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est on est À dans un le bateau moment- et jusqu'où va-t-il? Alors, en fait, c'est assez bien documenté. Les titres comme ça, qui progressent très, très fortement et sur une courte période, parce que c'est le cas, hein, ils ont 80% de chances de baisser de 50% D'accord. et 50% de chances de baisser de 80%. D'accord. Hein, donc, Faut le garder en tête. donc, en Ouais. gros, ce que ça veut dire, de baisser de 80%, c'est que c'est retour à la case départ, pratiquement, ok, par rapport au plus haut. Donc, c'est un volcan qui est quand même actif. On n'est pas, c'est pas la sinécure. C'est un vrai investissement. Il faut le suivre. Mais il y a peut-être encore de l'argent à gagner. J'en sais rien à ce stade. Mais si l'argument ça- de dire ça génère des revenus, regardez, Oui. Ça crée de la valeur, ça génère des revenus, il y a Bah, des clients, les valorisations. La question, c'est aussi très documenté aux États-Unis. Donc la question, c'est est-ce que l'IA apporte des gains de productivité? Parce que c'est ça finalement. Hein. Bon. aux entreprises clientes de Aux l'IA. entreprises clientes, à tout le monde. Quoi. Enfin, est-ce qu'on commence à avoir des gains de productivité? Cette nouvelle révolution, voilà, on en a eu plusieurs. Là, c'est l'IA. Aujourd'hui, le jury est encore dehors. Enfin, on ne sait pas exactement, c'est pas tranché, mais on a quand même des premiers signaux, justement sur l'emploi. Il y a quand même on voit que l'emploi, ralentit aux États-Unis. Et quand on creuse un peu, une des raisons, c'est parce que simplement l'IA est efficace. Il y a les grandes agences de consultants aux États-Unis qui ont dit qu'ils allaient stopper une partie des recrutements parce qu'ils n'ont plus besoin de recruter des jeunes, des juniors, parce qu'aujourd'hui, l'IA fait le boulot. Donc, on commence à Alors, avoir... pas toujours, parce qu'en Australie, il y en a qui perdent des contrats, justement parce qu'ils Ouais. rendent des rapports écrits par l'IA. Mais... Vous avez tout à fait raison. C'est un point très important. Ça fait aussi un peu... Ça fait jurisprudence, tout ça. Aujourd'hui, mais il y a quand même des gains de productivité. Mais évidemment, si... le client qui paye plusieurs millions de dollars australiens ou de n'importe quelle devise, un rapport qui contient plus de 50% d'IA que vous pouvez générer vous-même, bon là il y a un souci, et notamment quand c'est le contribuable australien qui paye derrière. Donc là ça fait grincer énormément de dents. Donc tout ça c'est dehors. Aujourd'hui, je vous dis, on voit des premiers gains de productivité concrets, mais c'est peut-être pas aussi massif que ce qu'on pense. Voilà, donc il va y avoir peut-être une phase de transition. Peut-être qu'à ce moment-là, les cours de bourse vont se poser, atterrir tranquillement, et ça pourra repartir. Typiquement, la bulle Internet du début des années 2000, ça a fait très mal, mais derrière, c'était fondé. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a eu beaucoup d'emballement. Là, il y avait une vraie bulle. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y avait une vraie bulle, ça s'est dégonflé, mais derrière, quand c'est reparti, il y avait quelque chose de concret qui permettait d'avoir des bonnes thématiques d'investissement. Éric Bertrand, je rebondis sur ce que nous dit Thierry Leclerc. Effectivement, on voit les gains de productivité, notamment en matière d'emploi. La Fed devrait donner son avis de politique monétaire la semaine prochaine, dans un contexte de shutdown aux États-Unis, sans chiffre de l'emploi officiel à sa disposition. Mais on voit quand même qu'on a un marché de l'emploi aux États-Unis en difficulté, et que les entreprises sur lesquelles les investisseurs font le plus d'espoir en bourse sont potentiellement celles qui pourraient avoir un impact sur l'emploi. Dans quelle boucle est-on en train de s'inscrire? Dans quel cercle est-on en train de s'inscrire aux États-Unis, avec d'un côté un besoin de soutien d'une réserve fédérale américaine à cause d'un sujet emploi, et de l'autre des entreprises qui génèrent des profits mais qui potentiellement ont un impact sur le marché du travail? La Fed, elle est sous pression, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment. La Fed, elle a deux piliers. Elle a, en gros, l'emploi et la croissance, et l'autre côté, l'inflation. L'inflation, en gros, ils vont prendre 1 point avec les tarifs, et puis il y aura des effets de base, ça va disparaître, et donc elle peut se concentrer sur le ralentissement. Elle devrait accompagner ce mouvement, parce qu'on sent bien qu'il y a quand même des chiffres sur l'emploi. C'est pas que il n'y a pas de licenciement sec, par contre, il n'y a plus d'embauche. Ouais. Il n'y a plus de création d'emplois. Et on sent bien pourquoi les boîtes, alors entre Trump, l'IA, la Chine, etc., on ne sait pas où on va, donc on commence par geler les embauches. Donc pour nous, la réserve fédérale, ancienne mouture, je vais y revenir après, va continuer de baisser ses taux. Alors, sans doute 2 baisses cette année, 2 baisses l'année prochaine. Nous, on pense qu'elle va un peu moins baisser que ce qu'il y a dans les cours à certains moments, parce qu'on attend un peu plus de croissance l'année prochaine à cause de la Big Beautiful Bill qui va quand même injecter de l'argent dans le circuit. Donc un peu moins de Fed, mais une Fed qui accompagne le mouvement sans être à ce stade trop inquiète sur l'inflation. Maintenant, ce qu'il faut quand même...
Donc en gros, elle est droite dans ses bottes. Maintenant, ce qu'il faut quand même surveiller, c'est la pression et les coups de butoir de la Fed, de Trump sur la Fed. Bien sûr. Et là, pour l'instant, on l'a vu les quelques heures où le marché a cru que ça peut très vite mettre des primes de risque assez fortes. Donc, pour rappel, Trump veut mettre un maximum de gouverneurs, entre guillemets, à lui au bord de la Fed. Donc certains sont des républicains, mais des économistes académiques. D'autres sont beaucoup plus, on va dire ça, iconoclastes. Voilà. D'accord. Stéphane Miran, le patron des conseillers économiques de la Maison Blanche, qui veut baisser très fortement les taux pour faire baisser le dollar et pas payer cher de charges d'intérêt sur la dette. Sans que ça fasse de l'inflation. Bon, la dernière fois qu'on a essayé ça, c'était le gendre d'Erdogan à la Banque centrale de Turquie. Ils ont eu 40% d'inflation pendant 10 ans. Il y a 2-3 trucs quand même en matière économique qui sont dangereux. Donc ça va être à surveiller. Et pourquoi je dis ça, c'est que aujourd'hui, la Réserve fédérale est protégée, continue de fonctionner. Elle est lisible. 3000 économistes ou je ne sais pas combien à l'intérieur. Maintenant, s'il y avait un peu d'influence de plus en plus marquée, non académique, je dirais, on pourrait voir monter des primes de risque sur les actifs américains. Et ça, c'est la partie la moins marrante. On parlait de déclencheur de scénario. Ça peut ne pas être drôle du tout. Alors, ça dépend jusqu'où. Quand on voit monter l'or et le bitcoin, si vous avez peur du dollar, vous allez où? Vous allez en Europe? Vous allez en Chine, où vous mettez de l'or et du bitcoin. Ou de l'argent. Enfin, un peu le même trade. Mais... Oui, c'est ça. de l'or, de l'argent, du platine, du palladium, bien sûr, enfin, bien toute sûr, la séquence. Et ça, on se dit quelle sera une forme de valeur refuge. Alors, je ne suis pas du tout dramatique sur le sujet, mais c'est vraiment à suivre. Il y a plein d'échéances d'ici juin 26. Au bord de la fête, ça va vraiment être à surveiller, je pense. Mais même mai 26. Alors, mai 26, il y a Powell, il y a janvier. Il s'en va, c'est sûr. Janvier 26, il y a Lisa Cook. Ouais. Il y a la nomination des boards des Fed régionales qui sera faite par ceux qui seront là à ce moment-là, de mars à juin. Il y en a 7 ou 12 qui doivent être renouvelés. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Et il y a toujours ces moments de bascule où les investisseurs disent « Ah, ok, la Fed est plus indépendante, j'ai plus confiance. » D'accord. Et donc là, entre guillemets, qui est le garant un petit peu, le garde-fou sur les marchés s'il n'y a plus la Fed? C'est ça la question. Qui est l'adulte dans la pièce? Alors, ça ne sera pas très binaire, hein, ça sera un dégradé de gris. Mais le côté iconoclaste des prévisions de M. Miran, qui veut baisser de 150 points les taux courts de la Fed d'ici la fin de l'année. Grégoire Konowski. Moi, je peux que aller dans ce sens-là. Enfin, c'est un jeu de dupes quand même. Parce qu'on sait que mai 2026, Powell s'en va. On sait qu'ils ont essayé, quand je dis ils, son administration, mais c'est Trump, de faire licencier Lisa Cook, qui ne sont pas réussis pour l'instant. Oui, mais quand on voit que la Cour suprême reporte sa décision, alors effectivement, elle ne la reporte qu'en janvier 2026. Ouais, mais elle a quand même tendance à suivre, ou en tout cas lui laisser la marge pour continuer à faire ce qu'il veut faire. Et oublions pas non plus que là, c'est le festival, le bal des prétendants pour être élu à la place de Powell, et qu'il y en a beaucoup qui ont bien compris comment ça se passait, et qui commencent à adopter quand même le ton assez rude de Trump et de vouloir baisser fortement les taux. Et on peut aller très rapidement dans une phase d'erreur de politique monétaire, et ça, ils vont le payer derrière. On va tous le payer derrière. Donc, il faut être vigilant. Aujourd'hui, en termes de primes de risque, honnêtement, il n'y en a pas là-dessus. D'accord. Mais donc, on peut faire des scénarios sur la Fed, parce que Éric Bertrand nous parlait d'anciennes moutures ou de nouvelles moutures. Est-ce qu'on peut faire des scénarios économiques dans un contexte politique instable? On peut faire des scénarios de marché. Il y a un scénario de marché qui dirait que si Trump a raison, il faut jouer les taux longs américains, parce qu'il y a de la plus-value à faire sur l'effet de duration. Ils ont déjà bien baissé, ils peuvent encore baisser. Mais derrière, ça peut vraiment remonter fortement s'il y a trop d'inflation. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, c'est des risques qu'il faut prendre. Je ne suis pas sûr qu'il faille les prendre comme ça. Donc, l'or, on en a parlé, je pense que c'est intéressant d'en parler. Vous regardez le graphique, aujourd'hui, c'est une tech américaine. Ouais. Que ça monte. Est-ce que c'est encore décorrélé, l'or? Est-ce que c'est une valeur refuge? Bitcoin, c'est intéressant comme corrélation. Ouais, non, mais que ça monte, il y a des très bons arguments pour que ça monte, que ça monte aussi vite, ça pose quand même des questions quand même, parce que c'est quand même ultra volatile. Je ne parle même pas de l'argent. Donc, depuis 2020, ça gagne plus que tout, l'or. Donc, il y a des vraies questions. C'est le fameux trade du débasement, du USD débasement. C'est grosso modo, on s'en va, ce qu'il disait, on s'en va du dollar pour trouver un actif refuge. Il y a les cryptos, mais les cryptos bougent quand même un peu moins dernièrement que l'or. C'est vraiment l'or et l'argent, les deux métaux précieux, qui sont en train de s'envoler, avec des variations à plus 2, plus 3, moins 2, moins 3, moins 6 pour l'argent. Et ça, c'est pas très logique quand même. Ça devient un actif de momentum spéculatif. Ça fonctionne normalement dans un portefeuille. Donc, et c'est peut-être une conséquence ou une anticipation de ce trade-là d'ailleurs. Thierry Leclerc. Sur l'or, ouais, effectivement aussi, pour mettre un peu de couleur par rapport à ça, donc je vais revenir sur les marchés actions. En fait, on peut penser intuitivement que si l'or progresse
Les marchés actions, c'est plutôt signe de... Enfin, par définition, c'est une valeur refuge. Donc, c'est que les actifs risqués deviennent plus risqués. Donc, on cherche une valeur refuge. Et donc, les actifs risqués baisseraient. Or, quand on regarde sur très longue période, ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Il y a des études statistiques qui montrent que quand l'or progresse de plus de 10%, dans une fois sur 3, les marchés actions progressent aussi de 10%. D'accord. Ouais, okay. Donc la décorrélation on peut très bien avoir les deux. Et même et quand c'est le cas, donc là, pour être plus précis, donc l'or a progressé de 10% sur 12 mois. Les actions ont progressé de 10% sur 12 mois. Ça arrive une fois sur 3. D'accord. Et dans ce cas-là, les marchés actions, en moyenne, vont progresser de pratiquement 13% dans l'année qui suit, ce qui est plus que la hausse moyenne annuelle qui est d'à peu près 9,5%. D'accord. Donc, on n'a pas aujourd'hui, sur l'or, je parle vraiment, on reste sur la thématique de l'or, on n'a pas de signal au secours, il faut absolument sortir des actifs risqués. C'est des configurations de marché qui peuvent arriver et qu'on a déjà vues. Voilà, qui sont exactement. Éric Bertrand. Dans l'or, on a pas mal de ressorts, on suit ça d'assez près chez nous. C'est qu'on va avoir une composante industrielle, croissance, comme pour l'argent d'ailleurs, le palladium ou le platine. C'est ce on en retrouve dans plein de composantes. On va avoir une composante inflation, c'est un actif réel. Ça, c'est important, parce que typiquement, le Bitcoin peut ne pas forcément avoir la même réaction à l'inflation. Et on a la composante valeur refuge, quand tout s'effondre, c'est le bas de laine sous le matelas. Et donc, effectivement, dans les séquences précédentes de hausse de l'or, on a tour à tour, ça dépend de quel est le momentum à ce moment-là qui va emmener l'or. Il peut faire le trajet dans l'autre sens aussi, quand on dégonfle. Et enfin, dernièrement, il y a une corrèle au taux réel qui est assez importante, qui est, je dirais, en creux sa corrélation à l'inflation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, on est vraiment sur de la prime de risque, pas tellement de la valeur refuge, mais de la réallocation. C'est donc, quand on veut construire un portefeuille en se disant j'ai 3/4 de dollars, quand on est sur un portefeuille monde entre les equity et les bonds, en enlever un peu, c'est pas forcément de la défiance des US, mais comment je rééquilibre le sujet. D'accord. Moi, je rajouterais juste une certaine corrélation. Ouais, je rajouterais juste sur le sujet un truc. Nous, on a vu à Norman Kay dernièrement avec des clients privés, c'est que l'or était l'actif traditionnel des gens plutôt âgés qui font avoir dans le portefeuille, etc., qui n'était pas du tout un actif que touchait la jeune génération, enfin les plus jeunes. Ils touchaient vraiment la crypto. On a beaucoup de jeunes clients qui demandent de l'or, qui sont acheteurs d'or aujourd'hui, et qui veulent spéculer dessus. Et ça, c'est un changement de paradigme. Il faut faire gagner de l'argent. Donc, vu que ça gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, rapidement. Mais ça n'a pas un rôle protecteur dans un portefeuille très exposé au dollar, par exemple. Non, ces gens-là, non. D'accord. C'est plutôt un et ça, c'est un changement de paradigme qu'on n'avait pas avant, quand même. Et ça, vous savez, c'est les hauts qui appellent les acheteurs. Quand le Bitcoin valait 10 000, il n'y avait personne. Maintenant qu'il vaut 110 000, il y a tout le monde. C'est un peu la même chose sur l'or. C'est les phénomènes à avoir en tête, effectivement, quand on regarde l'or. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. Je vous propose, messieurs, on va commencer par vous, Grégoire Kounowski, de répondre justement à ce que vous regardez dans le marché à l'heure actuelle, dans cette période de saison de résultats. Si on enlève l'IA, par exemple, est-ce qu'il y a des secteurs, des thématiques qui vous intéressent particulièrement? Qu'est-ce que vous regardez à l'heure actuelle? Il y a deux secteurs qu'on va regarder de près, parce qu'on commence à se réallouer dessus progressivement sur des clients. C'est le secteur du logiciel, qui a été quand même une victime bien ciblé de l'IA, donc typiquement des Salesforce, des Dassault Systèmes, des choses comme ça. On va vraiment regarder comment ils publient pour savoir effectivement si on a touché un bas et que le sentiment de marché peut remonter. Et plus lié aux tarifs, assez curieux de voir comment va se développer le secteur du food and beverage. On a eu Pernod Ricard dernièrement. Oui. C'était pas terrible, mais vu que le marché pensait que c'était horrible, finalement c'est plutôt remonté. Avoir Pepsi, c'était plutôt bon. Avoir le reste, c'est quand même des secteurs qui sont un peu moins considérés aujourd'hui. C'est des secteurs qui ont plutôt monté sur les creux de marché qu'on a eu dernièrement. C'est peut-être des choses à faire. Ouais. Donc on va plutôt être attentif à l'IA, bien sûr, mais ça, c'est des choses à regarder. Ouais. Thierry Leclerc, même question. Alors nous, on s'est réchauffé, pas mal de monde s'est réchauffé d'ailleurs sur la pharma au sens large. Donc la séquence, c'est que fin septembre, il y a eu un deal entre AstraZeneca et l'administration américaine sur des tarifs de médicaments, qui a donné un peu de visibilité à un secteur qui en manquait, sachant que 41% du chiffre d'affaires
des laboratoires pharmaceutiques européens est réalisé aux États-Unis. Donc c'est un vrai sujet pour tout le monde, c'est le sujet numéro 1. Donc dès qu'il y a un peu de visibilité, ce qui a été le cas fin septembre, ça donne de la visibilité. Donc on s'est rendu compte que le gouvernement pouvait négocier avec les grands laboratoires pharmaceutiques. Exactement. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc voilà, c'est un secteur c'est un des plus mauvais performeurs depuis le début de l'année. Il y a enfin un peu de nouvelles positives. Et puis aussi, il y a quand même là, je reviens plus spécifiquement sur l'Europe. On a Novo Nordisk. Donc là, je parlais de ma règle tout à l'heure des 50-80. Alors, elle est en fin de temps. Voilà. Bon, ça a baissé de 72% depuis le plus haut de juin 2024 à août 2025, donc en très peu de temps. Donc, à nouveau, c'était la darling, comme on dit dans le milieu, la darling absolue du marché, la Novo Nordisk, avec ses médicaments coupe-faim. Et là, donc, en fait, ils ont un peu subi la concurrence, subi aussi des incertitudes sur les tarifs, justement, qui pourraient être pratiqués. Et puis, c'était une machine qui s'était mise en route, donc qui embauchait beaucoup. Donc, il a fallu un peu ralentir tout ça. Donc là, c'est le cas. Donc, ça se stabilise. Donc, tout ça pour dire qu'en Europe, on avait vraiment un vent de face très important, puisque c'était monté quand même à 610 milliards d'euros de capitalisation. C'était la première capitalisation européenne en juin 2024, on est retombé à 171 milliards. Aujourd'hui, on est un peu plus de 200. Donc, ce fort vent de face sur le secteur devrait... on voit que ça se stabilise, qu'a priori, la plupart des mauvaises nouvelles sont derrière. Et bon, voilà, c'est quand même un laboratoire qui a des choses, des cartes à jouer. Donc, ils ne vont pas disparaître de la circulation comme ça. Donc le vent pourrait tourner le vent oui, voilà. Mais en tout cas, c'est plus un effet pesant sur le secteur. Éric Bertrand, même question. Je vais faire du géographique, vu qu'on est sectoriel alors. Non, mais nous, Europe et US, on ne joue plus l'un contre l'autre, et globalement, on est neutre. Se surpondérer, on est quand même sur des belles performances sur l'année. C'est ce que disait tout à l'heure. J'aimerais bien que ça creuse un peu plus pour se repositionner, pour qu'on ne se sous-pondère pas, parce que ça fait 3-4 ans que le marché a tendance à mettre l'année d'après au dernier trimestre. Donc on aimerait bien être dedans. Mais clairement, on cherche plutôt des points d'entrée pour se surpondérer. En revanche, ce qu'on aime bien et qu'on joue depuis un certain temps, on ne va pas bouder notre plaisir, c'est Japon et Chine. Et je pense que c'est pas fini, et notamment dans le rééquilibrage, je dirais, sino-américain. Il y a encore des choses à jouer en Chine, sachant que pour nous, alors, on a une filiale là-bas, très clairement, le message qui passe en permanence en sous-main, c'est après la séquence très politique où Jack Ma qui disparaît pendant 3 mois, il revient après, il fait des bonsaïs au Japon, qui avait un peu douché tout le monde, clairement sur la Chine, où le contrôle la crise immobilière et la démographie. On sent aujourd'hui qu'ils savent très bien que pour relancer le modèle de consommation intérieure, il faut refaire de l'argent, il faut de la croissance. Donc on est assez confort, et le Japon, je pense que ce qu'on a vu avec le Premier ministre n'est pas fini. Merci Éric Bertrand, merci Grégoire Konowski, merci Thierry Leclerc. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le quart d'heure américain. Et nous nous retrouvons dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure américain, où nous avons le plaisir d'être en duplex avec Pierre-Yves Dugas. Bonjour Pierre-Yves Dugas. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant américain de Smart Bourse. On va revenir sur cette séquence de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. On commence à comprendre finalement le deal qui pourrait se dessiner. Est-ce qu'on pourrait le voir arriver dans les prochains jours, Pierre-Yves Dugas ? Depuis quelques heures, on a vraiment l'impression que dans cette Maison-Blanche qui souffle le chaud et le froid sur à peu près tous les sujets d'ailleurs, mais en particulier sur la relation commerciale bilatérale avec la Chine, que c'est plutôt le chaud qui est soufflé. Kevin Hassett, tout à l'heure, qui est le conseiller économique du président Trump, a dit qu'il est possible que le malentendu soit dissipé lorsque Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, va se rendre en Malaisie au cours du week-end prochain pour rencontrer le vice-premier ministre chinois, auquel il a déjà parlé en visioconférence vendredi. Et puis, Donald Trump nous a dit qu'après cette colère qu'il a poussée il y a quelques jours, suite à l'envoi par les autorités chinoises d'une lettre à tous les partenaires commerciaux de la Chine pour instaurer des contrôles à l'exportation sur les terres rares,
Eh bien que finalement, si les Chinois se calment sur ce terrain-là, il y a moyen de faire un deal. Alors ce deal, on en voit trois composantes qui ont été plus ou moins explicitement articulées par le président Trump d'ailleurs hier. La première composante, c'est bien évidemment, ne nous faites pas un coup en douce sur les terres rares, éclaircissez vraiment cette position, expliquez-nous si cette lettre que vous avez envoyée à tout le monde et qui instaure des contrôles d'exportation n'est qu'une la formulation un petit peu défensive d'une politique qui restera accommodante et Mhm. qui n'utilisera pas les terres rares comme une laisse sur laquelle tenir tous les producteurs industriels américains et étrangers, européens en particulier, notamment dans le secteur de l'armement. Deuxième geste que l'administration Trump voudrait voir faire par les autorités chinoises pour faire un deal, ça serait d'annoncer des mesures très fortes en matière de contrôle des exportations des composants chimiques qui entrent dans la fabrication du fentanyl. Ces composants sont exportés par la Chine à destination du Mexique en particulier, mais d'autres pays d'Amérique latine, et ils ont provoqué une colère, il y a déjà, ça remonte au mois de janvier, par le président Trump, qui a imposé 20% de ces surtaxes à la Chine en raison de cette pratique chinoise. Il voudrait que l'on punisse bien davantage les fabricants de ces produits chimiques. C'est quelque chose que le président chinois, Xi Jinping, pourrait faire et qui ne lui coûterait pas grand-chose en termes d'exportation chinoise. Et puis, il y a le dernier geste qui politiquement serait très important pour la Maison-Blanche, ce serait l'annonce par la Chine d'achats importants de denrées agricoles américaines et en particulier de soja. On sait que depuis le mois de mai, les Chinois ont cessé d'acheter du soja américain. Ils se sont en particulier reportés sur le soja argentin, ce qui arrange les affaires de l'Argentine, indirectement aussi les affaires du Trésor américain qui veut aider l'Argentine, mais qui n'est pas du tout du goût des producteurs américains de soja. Est-ce que du coup, on pourrait imaginer avoir un accord dans les prochains jours, Pierre-Yves Dugas? Alors, il y a certainement les bases d'un accord qui pourrait être articulé au cours du week-end prochain en Malaisie. Et puis, il y a cette grande rencontre que l'on prévoit plus tard en Corée du Sud entre le président Trump et le président chinois. Rencontre qui pourrait, sommet qui pourrait être l'occasion d'annonces fracassantes. Mais on sent que Donald Trump a envie de faire des deals. Il a envie de faire des deals, même si les deals ne sont pas toujours ficelés, même si les deals sont un peu bancals. Il suffit qu'il décide que l'accord à minima ressemble à un deal pour qu'il le baptise en tant que tel, quel que soit par ailleurs ce que le pays avec lequel il négocie décide de l'appeler. On l'a vu par exemple sur le Vietnam, on l'a vu sur le Royaume-Uni. Si Donald Trump décide qu'il y a un deal, on va appeler ça un deal et les Chinois l'appelleront comme on voudra, mais il pourra le vendre à l'opinion américaine en tant que tel. N'oublions pas, Pierre-Yves Dugas, qu'on est toujours dans une situation de shutdown aux États-Unis. Ça fait plus de 20 jours à présent et il ne semble pas y avoir de solution en vue pour le moment. Alors, là encore, Kevin Hassett, il y a quelques minutes, le conseiller économique du président Trump, nous a dit, je pense que nous allons trouver une solution cette semaine. Alors, on a un petit peu cuisiné et il a dit il faut que quelques sénateurs démocrates décident de franchir le pas, de tourner le dos à leur leader et de voter avec les républicains au Sénat pour que ce shutdown soit levé et que l'on entame des négociations sur le fond, sur ce sujet qui importe énormément aux démocrates et qu'ils ont choisi comme ligne rouge absolue pour prendre en otage toute la fonction publique américaine, à savoir les incitations fiscales et les subventions qui sont accordées à plus de 20 millions d'Américains pour qu'ils accèdent à une assurance maladie. Kevin Hassett peut-être a fait un peu de wishful thinking, c'est la méthode Coué. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est que les mesures qui sont censées faire peur aux démocrates et les punir pour leur obstruction
sont de plus en plus brandis. Kevin Hassett a dit, d'ailleurs, s'il n'y a pas de compromis de la part de démocrates modérés, eh bien nous allons durcir nos sanctions, des sanctions qui visent à annuler des projets d'infrastructure dans des grandes métropoles qui sont pratiquement toutes contrôlées par le Parti démocrate, hein, New York, Chicago en particulier, San Francisco plus récemment. Plusieurs dizaines de milliards de projets maintenant sont suspendus. Et Donald Trump avait déjà fait savoir qu'il procédait au licenciement sec de quelques 4200 fonctionnaires fédéraux dans 8 agences fédérales et départements. Malheureusement pour lui et heureusement pour ses fonctionnaires, cette décision a été suspendue par un juge de San Francisco et pour l'instant, tout est gelé sur ce créneau-là des sanctions que Donald Trump affirme vouloir imposer aux méchants démocrates. Est-ce que des républicains ou des démocrates, l'un ou l'autre des bords politiques, a réussi son pari, Pierre-Yves Dugas, rapidement? Non, le pari démocrate de soulever l'opinion sur la question de la subvention à l'assurance maladie n'a pas véritablement réussi, mais les républicains n'ont pas non plus réussi à faire porter le chapeau aux démocrates. Et il va falloir tout de même, nous sommes au 20e jour de cette confrontation, que l'on trouve une solution. Merci Pierre-Yves Dugas de nous avoir accompagnés dans le quart d'heure américain de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes le correspondant américain de Smart Bourse. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Smart Bourse que vous pouvez retrouver tous les jours en direct de 17h à 18h sur Bismart for Change, que vous pouvez également retrouver en direct sur les réseaux de Bismart for Change et notamment sur le compte LinkedIn de Bismart for Change. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en replay sur bismart.fr, en pastille sur les réseaux sociaux et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Bourse.